L'entre-deux-tours que vous avez, j'imagine, suivi a été marqué par la question des retraites. On a vu le chef de l'État interpellé sur le terrain par des passants, par des Français. D'après les sondages, 2/3 d'entre eux refusent un départ à 65 ans. Emmanuel Macron semble prêt à descendre à 64. Il dit avoir entendu les craintes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a bien entendu les craintes, Emmanuel Macron ? Justement, j'ai la crainte qu'il n'entende pas plus qu'il n'entendait durant son premier quinquennat, puisque, vous l'avez répété, 3/4 des Français sont contre cette mesure. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, et pourtant il persiste et il signe le fait qu'il faudrait travailler plus longtemps. Je crois que c'est complètement en décalage et avec les réalités du monde du travail et avec les besoins de création d'emplois, et besoin de laisser de la place à la jeunesse. On ne peut pas faire en sorte que les jeunes aient du boulot si les plus anciens restent plus longtemps au boulot. C'est une question de logique. Quand le ministre Bruno Le Maire, lundi de bon matin, lendemain de réélection, dit « Je ne peux pas garantir qu'on n'utilisera pas le 49.3 », vous avez avalé de travers votre café ? Oh non, parce que c'est pas nouveau là aussi que on l'a vu en 2020 lors de la précédente réforme qui a capoté grâce aux mobilisations, que le gouvernement et le président de la République écoutaient, mais essayaient déjà de passer en force. Donc j'allais dire chasser le naturel et revient au galop. Il se justifie, Emmanuel Macron. Il dit « Ma réforme va dégager 18 milliards pour le grand âge, pour le progrès social. Il veut discuter de la pénibilité pour que les métiers difficiles puissent partir plus tôt. Le progrès social, vous y êtes attaché, il faut bien le financer, Philippe Martinez. C'est pas parce que le président de la République parle de progrès social qu'on doit le croire. Il jette la confusion, il jette la confusion entre les impôts et les cotisations sociales. Vous le savez, ce ne sont pas les impôts qui financent la retraite, ce sont les cotisations sociales. Et il faut donc arrêter d'exonérer les entreprises de leurs cotisations sociales, mais au contraire les faire payer, parce que c'est ça qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale, et c'est bon pour la retraite, pour les financer, mais c'est aussi bon pour la santé. Je crois que la santé, les hôpitaux ont besoin d'argent. Plus de monde au boulot, augmenter les salaires, ça fait rentrer des cotisations, et c'est donc plus d'argent pour la sécurité sociale. C'est pas les impôts qui financent la sécurité sociale, et il devrait réviser ses fiches, le président de la République, et arrêter de jeter cette confusion en disant aux Français, vous allez, grâce à moi, vous allez payer moins d'impôts, c'est bon pour votre pouvoir d'achat, enfin toutes sortes de bêtises qu'on peut entendre. On se demande si le troisième tour ne sera pas social. Est-ce que vous avez déjà discuté, au-delà du 1er mai, est-ce que vous avez déjà discuté de dates de manifestation avec les autres syndicats, et notamment avec la CFDT, puisque pour une fois vous êtes d'accord, elle s'oppose aussi à la retraite à 65 ans. Nous discutons, en tout cas moi j'insiste sur le rendez-vous du 1er mai, parce que une semaine après l'élection du président de la République, c'est l'occasion de montrer, puisqu'il n'a pas l'air de comprendre, que les urgences, elles sont sociales et environnementales. Il y a des échanges avec les autres organisations syndicales. Le 1er mai sera largement unitaire, même si tout le monde n'est pas là, et nous discutons avec toutes les organisations syndicales, CFDT comprise. Toutes les organisations syndicales, pour voir quelle réponse unitaire on donne à ce projet ou cette volonté du président de la République de passer l'âge de la retraite à 65 ans. En parlant de la CFDT, vous lisez les journaux, Philippe Martinez. On a vu fleurir ces derniers jours parmi d'autres le nom de Laurent Berger comme idée pour Matignon. Ce serait un bon chef du gouvernement ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle politique le gouvernement va mettre en œuvre. Donc, c'est d'abord ça qui compte. Si on a un chef de gouvernement, je crois que c'est le président de la République qui commande beaucoup, qui dit on va augmenter le SMIC plus que les 2 et quelques pourcents du 1er mai. S'il nous dit on va faire du CDI de la règle, parce qu'il y en a marre de la précarité, notamment pour les jeunes. S'il nous dit on passe la retraite à 60 ans, ça sera un bon chef du gouvernement. Berger, un autre, si ces mesures-là sont mises en œuvre. C'est bien une question de politique et pas une question de personne. Vous avez parlé d'emploi un petit peu plus tôt. Un mot des chiffres du chômage. Forte baisse encore, 5% au premier trimestre pour les catégories A, sans activité. Ça, c'est quelque chose quand même que vous reconnaissez au gouvernement, le recul du chômage, 600 000 chômeurs de moins en un an ? Je reconnais les chiffres. Mais il faut regarder ces chiffres qui sont en trompe-l'œil. Premièrement, la précarité, elle diminue moins vite que la catégorie A. Et il faut savoir que les autres catégories, c'est quelqu'un qui travaille 1 heure dans un mois, il n'est plus considéré comme un chômeur. Vous connaissez beaucoup de monde qui puisse construire sa vie en travaillant 1 heure par mois.
aller chez votre banquier ou essayer de louer un appartement en disant à votre bailleur je travaille qu'1 heure par mois. Ça, c'est la première chose. Et puis ce qu'on oublie de dire, c'est que 40%, à cause de la réforme de l'assurance chômage, le nombre de radiés en un an de l'assurance chômage de Pôle emploi a augmenté de 41%. C'est sûr qu'en dégageant les chômeurs des statistiques, le chômage baisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut la transparence et la réalité sur les chiffres du chômage. Philippe Martinez, vous défendez le pouvoir d'achat des salariés. C'était la préoccupation numéro 1 des électeurs au premier tour quand ils ont mis un bulletin dans l'urne. Quel regard vous portez sur les sanctions envers la Russie ? Parce que le gaz de Moscou pourrait bien être coupé dans les jours qui viennent. L'Europe cible désormais le pétrole. Il y aura des discussions à Bruxelles ce week-end. Au moment où à la pompe, les prix sont en train de repasser quasiment au-dessus des 2 € le litre. Les sanctions, il faut les prolonger, les renforcer ou il faut aussi commencer à faire attention à l'impact sur notre pouvoir d'achat ici. Non, mais notre position, elle est claire sur la Russie. Il faut des sanctions économiques vis-à-vis de la Russie et éviter toute escalade militaire, parce qu'on ne gagne pas la paix en faisant la guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, toute proportion gardée, la guerre en Ukraine a parfois bon dos. On commence à voir les entreprises qui nous disent un peu ce qu'elles nous disaient avant l'arrivée du virus, ça va être dur pendant des années, etc. Et vous avez noté, comme moi, que l'année 2021 a été plutôt favorable aux entreprises. Les bénéfices ont explosé. D'ailleurs, certains PDG se sont bien servis. Vous savez, ceux qui nous disent qu'il faut se serrer la ceinture, j'en connais un, chez Stellantis, par exemple, lui qui a pas oublié de s'augmenter, alors qu'il dit à ses salariés, serrez-vous la ceinture. Donc ça, c'est... donc la question qui est posée, c'est comment on augmente les salaires. Est-ce que vous savez, par exemple, que le SMIC qui va augmenter automatiquement au 1er mai va faire que dans une profession dont on a beaucoup parlé, commerce, hôtel, café, les restaurants, eh bien toutes les conventions collectives de cette branche vont repasser en dessous du SMIC. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les sanctions envers la Russie. Je vous ai répondu. Je pense qu'il faut agir à tous les niveaux et donc notamment sur les sanctions vis-à-vis de Poutine, évidemment. Par exemple, on s'est battu pour que les entreprises françaises se retirent de Russie, mais qu'elles continuent à verser des salaires aux ouvriers et ouvrières russes qui n'ont rien à voir avec ce problème. Vous voyez ? Donc je suis très précis sur ma réponse. Dimanche, Philippe Martinez, vous nous avez parlé du 1er mai, vous allez défiler. Est-ce que vous aimeriez avoir à vos côtés une gauche unie, insoumis, écolo, communiste, socialiste, bras dessus, bras dessous? On sait qu'il y a des négociations en ce moment pour les législatives. Tous ceux en tout cas moi je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, parce que c'est vraiment une journée très importante, très très importante, pour montrer ses exigences en matière sociale et environnementale. Si les différents partis politiques veulent défiler, ils le font peut-être moins nombreux parfois, mais ils sont toujours les bienvenus au 1er mai. Vous aimeriez qu'ils soient ensemble ou séparés ? Ils font ceux qui veulent, mais je vous dis, plus on est nombreux, plus ça pèse sur le futur gouvernement. Et vous savez bien qu'au 1er mai, c'est une journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. Les syndicats, les associations, les ONG seront présentes et je m'en félicite. Et les partis politiques ont toujours leur place en queue de cortège. Avant le premier tour, vous étiez venu dans ce studio. Vous n'aviez pas voulu nous dire pour qui vous alliez voter. Je retente ma chance. Vous avez voté pour qui au premier et au second tour ? Je vous avais dit pour qui il ne fallait pas voter. Vous vous en rappelez ? Eh ben, je vous réponds la même chose. Donc on ne sait pas pour qui vous avez voté, mais on sait pour qui vous n'avez pas voté. Exactement, vous avez tout compris. J'ai retenté ma chance. Merci beaucoup Philippe Martinez, leader de la CGT, d'avoir été notre invité ce soir.